Bonjour, bienvenue sur Amani TV, la télé panafricaine. Aujourd'hui, votre émission Elles ont écrit va à la rencontre d'un personnage très particulier qui est Khadija Pathé Poullo Diallo, une femme de tête et de cœur. Qui est Khadija Pathé Poullo Diallo? C'est une femme d'exception et nous allons essayer d'en faire le portrait à la lumière de ce que nous en a dit son fils, Amadou Hampâté-Bâ, car c'est de la mère d'Hampâté-Bâ qu'il s'agit. Amadou Hampâté-Bâ nous présente ce personnage exceptionnel dans ses mémoires qu'il a publiés en 2 volumes. Le premier, c'est Amkoulel l'enfant Peul, et le second volume s'intitule Oui, mon commandant. Khadija Pathé Poullo est connue du grand public surtout grâce aux viatiques, c'est-à-dire les conseils de vie qu'elle dispense à son fils à la fin du premier volume lorsqu'il la quitte pour entamer sa vie d'adulte. D'abord, nous allons commencer à dresser le personnage de Khadija en expliquant pourquoi ce choix, car elle n'est pas écrivaine, elle n'a pas écrit, mais elle a parlé et surtout son fils a relayé ce qu'elle a dit dans ses mémoires. Donc sa parole ne nous parvient pas à partir de sa plume, mais elle nous parvient par la plume de son fils. Le deuxième point, c'est que Khadija Pathé Poullo Diallo est une femme inspirante pour les jeunes générations qui gagneraient à la connaître. Et le troisième point, c'est que Khadija Pathé Poullo Diallo est un personnage littéraire et donc, qui a réellement existé. Elle a donc tout à fait sa place dans cette galerie de celles qui ont écrit. Donc, pour connaître Khadija Pathé Poullo Diallo, que nous appellerons maintenant, à partir de maintenant Khadija, il faut déjà parler de la transmission dans cette famille. Tout le monde connaît l'importance de la transmission pour celui qui était Hampâté-Bâ, mais pour bien comprendre pourquoi c'est aussi important chez ce personnage, il est également essentiel de savoir ce que ça représente en ce qui concerne sa mère. Lorsque Hampâté-Bâ raconte ses mémoires, son enfance dans laquelle sa mère a une place vraiment principale, il va la raconter sa vie comme si c'était une sorte d'épopée. Alors, je ne sais pas si c'est de façon consciente ou non, mais le fait est que le récit de la vie de Amadou Hampâté-Bâ commence d'abord par un enfant qu'on va cacher dans ce qu'il appelle l'antre du lion, la tanière du lion. Donc, il s'agit de celui qui sera son père. Ensuite, il y a une dimension vraiment religieuse qui apporte quelque chose de surnaturel à son récit. Et Khadija est également au centre de cet aspect de la vie de Amadou Hampâté-Bâ. Un autre aspect concernant la transmission, c'est le rôle des femmes dans cette transmission. Dans cette famille, la transmission va être assurée, pour ce qui est de Hampâté-Bâ, par les femmes et surtout pour la période de sa vie, de la petite enfance et de tout ce qui s'est passé avant sa naissance. Et une bonne partie va lui être transmise par les femmes, c'est-à-dire sa grand-mère, Anta Diop Di, également celle qui est sa nourrice, qu'il appelle la servante mère, et par Khadija elle-même, notamment en ce qui concerne le testament de la grand-mère. Donc, Khadija, elle est la dernière d'une longue lignée de reines de lait. Alors, les reines de lait, ce sont des femmes initiées dans les rituels relatifs au lait et à tout ce qui le concerne dans le milieu pastoral, donc des bergers. Et donc, et ce sont des femmes de tête également. On ne peut pas parler de Khadija sans parler de sa mère, qui lui a vraiment transmis beaucoup de traits de personnalité qu'on va retrouver chez elle. Anta Diop Di, c'est une femme de forte personnalité
qui va d'abord choisir son époux alors qu'elle est captive, elle est dans une condition, une situation très très difficile, mais ça ne va pas l'empêcher de choisir son époux et elle refuse de se marier, dit-elle. Je cite, « avec un homme dont les mains ont été noircies et empuanties par de la poudre à fusil et qui, de surcroît, est un poltron. Seul un poltron peut accepter de se battre avec un fusil. Se cacher derrière un arbre et tuer à distance, ce n'est pas se battre. La bravoure, c'est le combat à la lance ou au sabre, les yeux dans les yeux, poitrine contre poitrine. Je n'accepterai pour époux qu'un homme qui ne s'est jamais servi d'un fusil. D'ailleurs, dans l'initiation féminine Peul, je suis reine de lait. Et le lait et la poudre ne vont pas ensemble. La poudre salirait mon lait. » Donc, le roi Tidjani Tall qui lui propose des candidats au mariage finit par admirer la fierté et également le courage de cette femme qui ose dire non. Et il le dira plus tard en parlant de cette femme Peul dont j'ai tant admiré la beauté et la fierté. Et il dit à celui qui est le mari de Anta Diop Di, le père de Khadija, « Père Pathé, c'est la deuxième fois que je me heurte à Anta Diop Di, cette âme mâle logée dans un corps de femme. Tu lui diras que je l'adopte moi-même comme une tante, d'abord parce qu'elle est ton épouse et aussi parce que j'aime ceux qui ont le sens et le culte de l'honneur. » Et voilà celle qui est la mère de Khadija. Et c'est beaucoup plus tard que Khadija apparaît dans le récit. Et Ampateba, qui est le narrateur de sa propre vie, explique pourquoi Khadija apparaît seulement à ce moment du roman. Il dit « Si j'avais respecté les règles de bienséance africaine, c'est de ma mère que j'aurais dû parler en premier en commençant cet ouvrage, ne serait-ce que pour respecter l'adage malien qui dit « Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, nous le devons une fois seulement à notre père, mais 2 fois à notre mère. » La mère est considérée comme l'atelier divin où le Créateur travaille directement, sans intermédiaire, pour former et mener à maturité une vie nouvelle. C'est pourquoi en Afrique, la mère est respectée presque à l'égal d'une divinité. Que ma mère me pardonne donc de ne pas avoir commencé ce récit par elle, en dépit de tout ce que je lui dois, mais l'enchaînement chronologique a ses lois. Du moins occupera-t-elle, à partir de cette page et jusqu'à la dernière, une place essentielle dans cet ouvrage. Donc, il prévient que Khadija va occuper une place centrale dans ce récit et donc dans sa vie, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et ce qu'il dit de Khadija, c'est d'abord un rêve qui apporte un autre thème qui est lié vraiment à l'épopée, c'est la prédestination. Khadija va faire un rêve que son oncle devin va interpréter et qui va lui dire que elle va vivre certains événements. Et Ampateba ajoute, cette prédiction étonnante dans sa précision se réalisera au fil du temps dans les moindres détails. Donc là, nous avons toute la dimension religieuse et de pratique autour du rêve et des sacrifices qu'il faut faire, de l'aumône qu'il faut donner, etc. Et ensuite, nous passons à l'éducation de Khadija, qui va expliquer plus tard l'attitude qu'elle aura tout au long du roman et de sa vie. Patepoulo avait donné à Khadija une éducation presque masculine, sans pour autant lui enlever sa féminité. Belle, joyeuse, pleine de vie, volontaire, et même, il faut le dire, quelque peu entêtée, elle promettait d'être une femme de tête à laquelle il serait difficile de résister. Et c'est un premier portrait qu'on nous fait de Khadija alors qu'elle est encore enfant et qui explique vraiment tout et qui permet de comprendre tout ce qu'elle aura à poser comme acte tout au long de sa vie. Khadija, c'est une femme qui aime diriger, qui est portée à diriger. Alors aujourd'hui, on parle de leadership, mais en ce qui la concerne, c'est une femme dirigeante. Elle va fonder une association de jeunes filles dans sa ville et c'est cette même association plus tard qu'elle va mobiliser pour une raison sur laquelle nous allons revenir. Ensuite, le premier voyage de Ampateba va se faire dans une calebasse. Là, j'invite vraiment à lire Amkolel l'enfant Peul parce que je ne peux pas égaler le talent de narrateur de Amadou Ampateba lorsqu'il explique que son premier voyage, comme c'est un peu, il y a une certaine distance,
On va l'installer dans... C'est un nourrisson, c'est un bébé. On va l'installer dans une calebasse que sa nourrice va porter jusqu'au village suivant pour donc retrouver sa mère. Finalement, Khadija va se séparer du père de Amadou Hampâté-Bâ. Et la raison invoquée sera un effet de sortilège jeté par des prétendants évincés de sa mère, donc ceux que Anta Diop Di avait refusé d'épouser, et aurait jeté des sorts sur sa fille pour que son mariage aille à l'échec. Donc, il y a une sorte de transmission également de cette colère et de cet esprit de vengeance des prétendants sur les descendants. Elle se marie en secondes noces avec Tijani Amadou Ali Thiam, qui fait partie de ceux que l'on nomme les trois inséparables à Bandiagara, avec Bokar Paté, le frère de Khadija, et Thierno Bokar, qui sera plus tard le maître spirituel de Amadou Hampâté-Bâ. Donc on voit très tôt à ce moment-là les personnages qui vont vraiment avoir une place centrale dans la vie de Amadou Hampâté-Bâ et qui entourent sa mère, puisque Thierno Bokar fera l'objet d'un ouvrage qui s'appelle Thierno Bokar, le sage de Bandiagara, et qui explique vraiment le rapport spirituel que Amadou Hampâté-Bâ développera avec Thierno Bokar. Khadija, c'est également l'endurance. Elle est accusée dès qu'elle est mariée de porter malheur à son mari, parce que le sort semble s'acharner vraiment sur ce couple. D'abord, le père de Tidjani décède juste avant le mariage. Ensuite, il est emprisonné suite à un complot d'un de ses rivaux. Et Khadija, qui vient juste d'hériter de sa mère, du bétail et beaucoup de bijoux en or, va utiliser cette richesse pour pouvoir assister son mari dans cette situation. Et on nous dit que Tidjani Thiam fut mis au secret absolu dans un lieu inconnu. Les méchantes langues reprirent leurs attaques de plus belle contre ma mère, considérée comme la cause de tous les malheurs qui s'étaient abattus sur Tidjani et sa famille. Tidjani n'a eu que ce qu'il mérite, s'exclamaient les femmes tout couleur Tal et Thiam en tête. Elle n'avait jamais digéré que Tidjani ait épousé une femme peule, fût-elle fille de Paté Poulo, et que par-dessus le marché, il m'ait adopté et désigné comme son successeur. On n'oubliait pas non plus que Tidjani avait perdu son père peu après qu'il lui demandait la main de Khadija et que la propre mère de Khadija était décédée quelques jours après la conclusion du mariage. L'arrestation de Tidjani acheva de porter à son comble l'échauffement des esprits féminins. Donc à ce moment précis, Khadija se retrouve dans une situation extrêmement difficile, mais contre toute attente. Et c'est vraiment ce qu'elle va faire chaque fois que elle sera confrontée à des difficultés. Elle va réussir à transformer cette épreuve à son avantage en déployant tout l'éventail de qualités et de compétences qu'elle possède. Et c'est ce qui fait la richesse de sa personnalité, dont voici un autre portrait fait par son fils. Ma mère fut très affectée, mais elle n'était pas, on l'aura compris, femme à se laisser abattre. Faite d'acier trempé, elle était capable d'affronter n'importe quel danger ou de surmonter n'importe quel obstacle. Elle n'avait peur de rien. Jamais elle ne manqua de relever un défi, d'où qu'il vienne, et quand elle entreprenait quelque chose, elle allait jusqu'au bout, quoi qu'il en coûtât. Très pieuse, instruite en matière religieuse, elle savait par cœur une bonne partie du Coran. En revanche, elle n'était nullement superstitieuse et ne se gênait pas pour défier marabouts, charlatans et autres jeteurs de sorts. Sans être d'une nature agressive, une fois provoquée, elle n'évitait ni la bagarre, ni le procès. Dieu m'a chaussée de fer, dira-t-elle plus tard, pour défendre parents et amis. Et Dieu sait que telle une lionne mère, elle se battra pour les défendre envers et contre tous. Donc, ça c'est un portrait de Khadija qui permet de comprendre vraiment, c'est assez complet. Et je vais juste ajouter une autre description, mais là, ce qui fait la particularité de cette troisième description, c'est que c'est à travers le regard d'enfant de Amadou Hampâté-Bâ, qui est encore jeune, et la façon dont il voyait sa mère. Ma mère, je le savais, n'avait peur de rien, et elle était bien capable de dompter même les diables européens. Pour que le blanc-blanc et ses compagnons la suivent ainsi, dociles comme des moutons de case à l'engrais, sûrement elle avait réduit à néant leur force maléfique. Donc Khadija représente une mère à la force toute puissante, tout à fait indomptable et invincible presque, on a envie de dire, en tout cas dans le regard de son fils.
Et de même, dans sa relation avec sa belle-mère, la mère de Tidjani, qui désespère de revoir son fils qui a été mis au secret, on a affaire là encore à une femme de tête, puisqu'on nous dit que la mère de Tidjani était amazone et qu'elle avait pris part à des dizaines de batailles, ce qui atteste le fait qu'il y a eu des femmes qui combattaient dans les armées. Et enjamber des cadavres sous une pluie de balles pour aller nourrir et soigner les blessés, tout cela sans peur ni larmes. Et voilà que cette femme exceptionnelle se mettait soudainement à pleurer et à gémir, la tête appuyée contre la poitrine de sa belle-fille. Alors Khadija, qui est très émue en voyant sa belle-mère qui désespère de voir son fils, va avoir une réaction inattendue. Je lis. À la manière des mamans africaines consolant leur bébé, elle essuya de sa langue et des lèvres les larmes chaudes de sa belle-mère. Ce geste, né d'un réflexe heureux, calma la vieille femme. Et là, on a un renversement du rapport entre elle et sa belle-mère, parce qu'il y a une hiérarchie par l'âge d'abord, et ensuite une hiérarchie du point de vue de la position familiale. Et Khadija promet à sa belle-mère d'obtenir des nouvelles de son fils. « Je te demande un délai de 33 jours, lui dit-elle. Avec l'aide de Dieu, je te promets que j'obtiendrai bientôt des nouvelles de mon mari. Et si pour cela il faut escalader les cieux, j'irai chercher au besoin l'échelle des prophètes pour le faire. » Yaye Jawara, en femme qui savait jauger les êtres, la crut sur parole. « Ma fille, lui dit-elle, je te crois capable de gauler même les étoiles si tu t'y mettais. » Ça donne une idée vraiment de la capacité de Khadija à obtenir ce qu'elle a décidé en termes de résultats. Et comment elle va s'y prendre, ça nous donne également une idée du personnage. Khadija acheta un costume d'homme complet, culotte bouffante, bottes, grand boubou et sous-boubou, turban et sabre. Puis, revêtue de ces effets qui la rendaient méconnaissable, elle sortit au milieu de la nuit et se dirigea vers le quartier des Blancs, accompagnée du fidèle Beydari qui la suivait à distance pour la protéger contre tout danger éventuel. Et c'est ainsi, déguisée en homme, qu'elle se rend à la prison où elle soupçonne qu'il y a son mari. Et par divers moyens, elle va mobiliser tout son réseau de connaissances et elle va également mobiliser ses ressources financières, ce qui lui permettra d'abord de pouvoir rendre visite à Tidjani dans la prison et même d'améliorer les conditions de sa détention, puisqu'il finira par vraiment être dans un certain confort. Donc, on a une façon de transformer les épreuves par Khadija, en tout cas à son avantage, qui est toujours spectaculaire. Enfin, Khadija, c'est également toujours dans ce registre de transformer les épreuves. Lorsque Tidjani, à l'issue de son procès, sera déportée à Bougouni, elle va fonder une ville, parce qu'elle va installer d'abord un petit commerce sur un terrain qu'on va lui attribuer. Et comme elle a bien ciblé le terrain, puisque c'est un lieu de passage des commerçants et de toutes les personnes qui circulent, petit à petit, ce lieu va être un lieu de rassemblement et on va finir par appeler cette petite ville Khadija Bougou, c'est-à-dire la ville de Khadija. Khadija, c'est également une guerrière, pour passer à un autre aspect de sa personnalité, puisqu'il va y avoir, mais je ne veux pas trop dévoiler ce qui se passe dans le roman pour ceux qui ne l'ont pas lu, il y aura une bataille mémorable entre Khadija et un lapto, et je vous laisse deviner la suite. Et je terminerai sur un dernier aspect de cette personnalité de Khadija, qui reste très actuel pour ce qui est de ses activités, qui est la femme entrepreneur. Elle va être créatrice de mode, donc après avoir créé des commerces, créé toutes sortes d'activités rémunératrices pour la famille, elle va devenir une créatrice rémunérée. Je cite, « Comme partout où elle était passée, ma mère avait réussi à développer à Kati un commerce assez important de tissus et d'articles régionaux divers. Elle était même devenue célèbre grâce à une activité entièrement nouvelle pour elle, créatrice de mode.
Un jour, le directeur de la CFAO, la Compagnie française de l'Afrique occidentale, frappé par la beauté de son pagne, lui avait demandé qui en avait composé le motif. Elle répondit qu'elle l'avait créé elle-même, puis fait réaliser par ses tisserands. Le directeur lui demanda alors de lui fournir de petits échantillons de tous les modèles qu'elle créerait. S'il lui plaisait, il les enverrait en France pour les faire reproduire en grande quantité. De ce jour, ma mère réalisa de nombreux modèles qui furent tous acceptés par la CFAO et qu'elle baptisa des noms des femmes les plus belles ou les plus célèbres de la ville. Ces modèles restèrent en vogue pendant près de 15 ans. Non seulement la CFAO lui versait 5 francs pour chaque nouveau modèle créé, mais en plus, chose extrêmement rare à l'époque pour les indigènes, surtout pour une femme, elle lui avait ouvert un crédit. Chaque début de mois, ma mère prenait sans les payer une certaine quantité de marchandises qu'elle revendait ensuite en ville. À la fin du mois, elle remboursait la somme due et emportait un nouveau stock. C'est peu de dire qu'elle vivait à l'aise. Donc voilà Khadija, une femme chef d'une petite entreprise et également créatrice de mode parce que ça permet également de valoriser le savoir-faire local en termes de création de motifs. Donc j'arrive à la fin du portrait magnifique de ce personnage et les conséquences d'un refus. Alors ce chapitre marque le moment où Hampâté-Bâ va se séparer de sa mère. À la fin de ses études, on lui demande de se rendre à Gorée et Khadija refuse. Cela va entraîner des sanctions par l'administration coloniale et au lieu d'aller à Gorée, l'administration va décider de l'affecter très très loin, c'est-à-dire à Ouagadougou. Donc nous avons là quelque chose qui est vraiment fondamental et qui a, dans ce qui façonne le personnage plus tard, la personne de Hampâté-Bâ, c'est cette obéissance, ce devoir d'obéissance à la mère, qui est un élément culturel essentiel en Afrique et qui fonctionne toujours. Il veut obéir à sa mère plutôt qu'à l'administration coloniale, ce qui va lui valoir cette sanction. Et il va même provoquer une maladie pour échapper à l'affectation, ce qui ne fera que la reporter. Et donc, ils vont devoir se séparer. Et c'est là que Khadija va vraiment dire et formuler ce viatique, les conseils de vie qui devront accompagner Amadou Hampâté-Bâ tout au long de sa vie et surtout dans sa nouvelle vie d'adulte. Et là, Khadija retourne vers ses fondamentaux, c'est-à-dire le recours à des personnes qui savent lire l'avenir et qui voient un avenir brillant pour son fils, donc ça la rassure. Elle accepte, donc ça lui permet d'accepter cette séparation. Et ensuite, elle va équiper son fils de pied en cap avec tout le matériel pour le départ, pour qu'il puisse être dans le confort jusqu'à l'arrivée. Et elle va procéder à des sacrifices. Donc on revient à cet aspect religieux qui entoure tous les actes importants dans la vie des personnes en Afrique. Et donc Khadija va prendre la charge une dernière fois pour son fils. Et ce viatique est important, je ne vais pas le lire ici parce que je préfère que les personnes le découvrent à la lecture, chacun individuellement et à sa façon. Et ce viatique, il est important parce que dans le deuxième volume, Khadija sera présent à travers ce viatique parce qu'il y aura des moments où Amadou Hampâté-Bâ sera confronté à des dangers, il sera confronté à des choix. Et ce sont ces phrases du viatique, des conseils qui vont lui revenir en mémoire de sa mère et qui vont lui permettre d'avancer dans la vie. Donc, je vais terminer ce portrait de Khadija par cette dernière scène au bord du fleuve qui nous montre quelle femme elle est, puisque après avoir donné les derniers conseils, elle se retourne toute droite et elle marche vers les dunes. Et la dernière image que Amadou Hampâté-Bâ a de Khadija, et ce qui referme son enfance d'une certaine façon, parce que là, il est sur la pirogue qui va l'emmener sur le fleuve vers sa vie d'adulte. Il voit la silhouette de sa mère s'éloigner toute droite et son voile flotter autour d'elle, et elle ne se retourne pas. Et donc, c'est vraiment l'image de Khadija, je pense, qui résume toute sa personnalité dans cette scène. C'est une des plus belles scènes de la littérature africaine. Voilà qui referme le portrait magnifique de cette femme exceptionnelle, Khadija, fait par son fils, Amadou Hampâté-Bâ. Et sur ce,
nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de Celles qui ont écrit.